Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Je pourrais pas le dire. Je peux pas le dire, Alex? OK, c'est correct. Donc, je peux pas dire si Alexandre Dubé travaille cet été ici à Cube. Je peux pas en parler. Faut pas que j'en parle. Fait que parle-en pas. S'il faut pas t'en parler, parle-en pas. J'enchaîne? OK, parfait. Excusez-moi. Stephen Guilbeault est avec nous, député libéral de Laurier-Sainte-Marie et ancien environnementaliste à une autre époque. Ça, c'était une autre vie. Monsieur Guilbeault, bonjour. Comment ça, ancien environnementaliste? Je voulais juste une réaction pour partir l'entrevue. C'est tout ce que je cherchais. J'ose prétendre que je le suis encore, mais bon, ça se discute certainement. Est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit? Parce que t'es encore au gouvernement, là. Je peux pas te tutoyer. Je pense qu'il faudrait que tu m'appelles honorable. OK. L'honorable. Je voulais vraiment faire ça. By the book, là. Ouais. Gouverneur général. On peut laisser faire aussi, comme tu veux. Ah, OK. Stephen Guilbeault est avec nous, donc. Il a quitté le cabinet du gouvernement Carney en novembre dernier. Tout ça, Monsieur Guilbeault, à la suite d'une entente conclue entre Ottawa et l'Alberta. C'est bien ça, là? Oui, j'ai pas quitté à cause de l'idée d'une entente entre le fédéral et l'Alberta. Quand j'étais ministre de l'Environnement, j'en ai fait des ententes avec plusieurs provinces, même avec l'Alberta de Danielle Smith. Ça, pourquoi j'ai quitté, c'est ce qu'on est prêt à laisser sur la table en termes de lutte au changement climatique pour faire plaisir à Danielle Smith. Et moi, je pense que c'est une erreur. Mais là, il y a comme comment je dirais ça, au gouvernement sous Mark Carney, c'est pas le même gouvernement libéral. Et vous savez, M. Guilbeault, à quel point je critique l'œuvre du gouvernement libéral à Ottawa. Là, je n'ai pas besoin de le cacher. Mais là, on n'est plus devant le même parti politique, devant le même gouvernement libéral. Il y a quelqu'un assez proche du premier ministre qui m'a dit il y a pas longtemps, il dit on a fait campagne comme un parti de centre-gauche, qu'on était pas mal sous Justin Trudeau, mais on gouverne vraiment comme un parti de centre-droite. Je pense que ça reflète assez bien là ce qui se passe présentement, certainement sur les questions économiques, sur les questions énergétiques, puis sur les questions environnementales aussi. Certaines questions environnementales, je dirais pas tout, parce qu'il y a des choses quand même qui continue de progresser vraiment de façon intéressante sous le premier ministre Carney, mais sur la question de la lutte au changement climatique, c'est plus compliqué. Ouais. Vous avez publié une lettre, je vais vous voyez, là, ça va être plus simple. Vous avez... Vous voyez, OK. Non, mais c'est parce que, tu sais, faire semblant, Stephen, t'étais dans les jurés quand je faisais les Pollux au Franc-Tireur. Tu sais, on s'est parlé pendant une vingtaine d'années sur l'environnement, et je le sais que ça te tient à cœur, je le sais que c'est ton combat, c'est le combat de ta vie. Mm-hmm. Oui. Puis l'engagement, tu as écrit une lettre ouverte, engagement climatique, ce n'est plus le temps de tergiverser. Je sais que tu penses à nos enfants, tu penses à l'avenir, et j'imagine que si tu quittes le gouvernement, en tout cas le cabinet, c'est parce que là, par conviction, tu dis, je peux plus être associé à ce gouvernement. Dans notre système parlementaire, quand tu es membre du cabinet, tu dois être solidaire de toutes les décisions, ce qu'on appelle la solidarité ministérielle. Alors que tu sois d'accord ou non, quand tu sors du cabinet, peu importe les discussions, tu es d'accord avec les décisions. Moi, je sentais que je pouvais pas être d'accord avec cette décision-là, donc la seule solution qui me restait, c'était de quitter le cabinet. J'ai décidé de rester quand même dans le parti parce que j'espère pouvoir avoir de l'influence sur certaines choses. On va voir dans les prochains jours jusqu'à quel point j'en ai ou pas. Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une annonce sur le résultat de cette entente-là avec l'Alberta. En fait, au départ, c'était un projet d'entente. Et là, ce qu'on aurait, semble-t-il, vendredi, c'est l'entente en tant que telle avec les détails. Donc, je suis resté jusqu'à maintenant comme membre du caucus libéral, du Parti libéral, pour essayer de continuer d'influencer les choses de l'interne, mais en prenant de temps en temps la parole publiquement, comme je l'ai fait dans cette lettre-là, puis je l'ai fait à quelques reprises aussi là depuis le mois de novembre. Et là, on parle du projet de l'éoduc? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a effectivement, dans le projet d'entente, on dit on pourrait faire un oléoduc si, puis là, il y a un certain nombre de conditions. Moi, ma crainte, c'est qu'on va faire l'oléoduc même si on n'atteint pas les conditions. Par exemple, on a dit s'il y avait un pipeline, il faudrait que ce soit payé et opéré par le secteur privé.
Moi, j'ai bien peur qu'on va annoncer que finalement, il n'y a pas d'opérateur privé qui veut payer, donc c'est encore le public qui va payer pour ça. Peut-être pas juste le fédéral. Je pense que l'Alberta mettrait de l'argent sur la table aussi. On a aussi dit que pour qu'un pipeline se construise, il faudrait avoir l'aval des peuples autochtones. Moi, je vois difficilement comment ça va. Il y a peut-être quelques nations, quelques communautés autochtones qui vont être d'accord, mais la majorité vont être contre. On a aussi dit que pour faire un pipeline, il faudrait qu'il y ait un très grand projet de capture et stockage du carbone, ce qu'on appelle l'Alliance Pathways, donc tous les grands producteurs de sable bitumineux qui parlent depuis 10 ans de faire ça, mais qui n'ont encore pas fait grand-chose à part en parler. Je pense pas que ça va se faire non plus. Donc, on avait mis dans ce projet d'entente-là des conditions pour qu'un pipeline se réalise. Puis là, moi, je pense que les conditions ne seront pas là, mais on va dire quand même, on va de l'avant avec le pipeline. Mais si je comprends bien aussi, Stephen Guilbeault, là, c'est aussi le retrait des projets miniers des évaluations fédérales. C'est là, tout à coup, l'économie passe avant l'environnement. Puis en majorité, les Canadiens, à 61%, sont d'accord avec ça. On passe l'économie avant l'environnement. Mark Carney ne fait que suivre l'opinion publique. C'est vrai que présentement, avec tout ce qui se passe dans le monde au sud de la frontière, les gens sont plus préoccupés par l'économie que par l'environnement, mais t'en parlais tout à l'heure, ça fait longtemps que toi et moi, on en parle de ça, l'environnement. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on aurait les mêmes conditions là, géopolitiques, puis un président américain qui dérape un peu, que l'environnement aurait été à 10%, à 15%. Là, ça reste à 40%. Donc, ce n'est pas que ce n'est plus une priorité, mais que c'est qu'il y a d'autres éléments, notamment l'économie qui prend plus de place. Mais moi, je pense qu'il faudrait pas grand-chose pour que ça redevienne l'une des priorités des Canadiens et des Canadiennes. Puis là, si on a mis tous nos œufs dans le même panier, moi, je continue de penser que tu peux avoir une économie forte en protégeant l'environnement. Puis on le voit, là, le PDG de l'Agence internationale de l'énergie a dit ce qui se passe en Iran va accélérer la transition économique. Il y a un paquet de pays dans le monde, dont la Chine, qui dit nous, là, on est écœurés de dépendre du pétrole, puis des prix du pétrole, puis de la volatilité. On va aller encore plus vite vers la transition énergétique. Alors que nous, au Canada, on dit on veut faire plus de pétrole. Peut-être que pour les prochaines années, ça va être bon, mais c'est des investissements que tu dois rentabiliser sur 40 ans. Pas sûr, moi, que dans 40 ans, on va consommer autant de pétrole qu'aujourd'hui. En fait, d'après la plupart des experts, on va en consommer moins. Puis là, qui va payer pour ces infrastructures-là dont les compagnies voudront plus? Puis on dit, on fait plus d'argent avec ça. Puis là, je pense que c'est encore nous, les payeurs de taxes, qui vont être pris avec ces problèmes-là. C'est une vision, à mon avis, à très court terme. Et donc, le retrait de la taxe d'assises de 10 sous sur le litre d'essence, Stephen Guilbeault, ça va coûter 2,4 milliards, là, l'évaluation aux contribuables canadiens. Trouves-tu que c'est une bonne idée? Moi, j'ai pas de voiture, là, mais je passe devant des stations-service souvent, puis je sais pas, les gens qui font le plein, lorsqu'ils l'ont vu, cette baisse-là théorique de 10 cents le litre d'essence, parce que c'est ce que ça devait permettre de faire, là, cette baisse de la taxe d'assises-là. Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est que les compagnies ont baissé le prix temporairement, puis là, ils l'ont remonté. Donc, on finance les pétrolières. Quand tu mets une mesure en place comme ça, c'est pas comme l'électricité, par exemple, il y a la Régie de l'énergie au Québec, puis il y en a une en Ontario, puis Hydro-Québec peut pas augmenter les tarifs comme elle veut. Alors, donc, c'est très encadré. Le prix de l'essence, puis le prix du pétrole, ça ne l'est pas. On n'a pas beaucoup de contrôle. Donc, en faisant cette mesure-là, tu peux dire, j'espère que les compagnies pétrolières vont pas prendre ce dizaine-là puis se le mettre dans les poches, mais c'est difficile de voir comment c'est pas exactement ça qu'elles ont fait. Donc, on subventionne les pétrolières. Oui. C'est une forme de subvention. Moi, je suis d'accord avec l'idée comment on peut aider les gens. Je pense que c'est difficile pour plein de monde, puis trouvons des façons de les aider. Est-ce que ça, c'est la bonne façon de le faire? Moi, j'ai pas l'impression que les gens ils vont voir une grande différence. Puis on le voit, là, le prix a baissé quelques jours, puis là, on est autour de 2 $, dépendamment au niveau au Québec, là, mais autour d'où je suis, c'est 2 $ le litre, puis ça va monter encore probablement. Alors, je pense pas que l'idée était noble. Je pense que le moyen,
suis pas sûr que ça va. Je suis pas sûr que ça va beaucoup aider. Donc ces ententes-là, là, avec l'Alberta, avec l'Ouest, la fin des évaluations fédérales des projets comme les projets miniers, c'est est-ce qu'on peut dire que le gouvernement de Mark Carney est en train de bousiller tout ton travail comme ministre de l'Environnement et celui de Catherine McKenna aussi, qui l'était avant toi? Je disais au début qu'il y a des choses où on continue à faire du progrès sur la conservation, par exemple, la biodiversité. Il y a eu une annonce du premier ministre il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Puis le Canada continue de vraiment être un leader là-dessus, sur ce qu'on appelle la finance climatique. Donc, comment on travaille avec d'autres pays pour les aider à s'adapter au changement climatique, à réduire leur empreinte écologique. On continue de faire des choses vraiment, vraiment intéressantes. Mais dans la lutte au changement climatique, on n'est pas en train de tout effacer. Il y a quand même, on continue de lutter contre les changements climatiques au Canada. Mais pas à la hauteur que tu espérais, là. Mark Carney, là, c'était son discours quand il était banquier. Et il disait, on peut investir dans l'environnement. Et tout à coup, il arrive au pouvoir, puis il fait des ententes avec les plus grands pollueurs, qui sont les gaz, les sables bitumineux. C'est difficile à comprendre. Bon, je comprends que le contexte a changé par rapport à quand il disait ces choses-là. Puis le premier ministre Carney a été conseiller du secrétaire général des Nations Unies sur la finance climatique, donc comment on peut utiliser la finance pour lutter contre les changements climatiques. Alors, c'est sûr que Donald Trump est arrivé, puis il y a tout ce qui se passe dans le monde. Oui, le contexte a changé, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est difficile de réconcilier ce que Mark Carney disait à l'époque avant d'être le premier ministre Carney. Puis moi, c'est là où je l'ai connu. J'ai connu Mark avant de connaître Monsieur le premier ministre parce qu'on a collaboré ensemble au fil des années. Puis c'est sûr que c'est... Est-ce que c'est le même homme? Je ne doute pas de... Je suis convaincu qu'il fait ça parce qu'il pense que c'est la bonne chose à faire. Mais c'est pas le même homme. Mais moi, je remets pas en question sa motivation, mais je suis pas d'accord avec certaines des choses, puis j'ai salué plusieurs des choses qui ont été faites, mais sur la question de la lutte au changement climatique, je trouve on va dans la mauvaise direction parce que l'économie, regarde ce qui se passe en Chine, c'est 1 voiture sur 2 vendue en Chine est une voiture électrique. Ouais. Ils sont devenus les plus grands producteurs d'énergie solaire, les plus grands producteurs d'énergie éolienne. Ils ont dépassé les États-Unis, l'Europe. C'est là où le monde pas les États-Unis, mais pas mal le reste du monde s'en va vers ça. Puis nous, on dit on va faire encore plus de pétrole, puis on va faire encore plus de gaz, puis on va faire des pipelines. Je trouve que c'est de reproduire un modèle qu'on voit beaucoup aux États-Unis, alors que l'Europe, l'Asie, la Chine, l'Inde est en train d'éliminer la production d'électricité au charbon, comme la Chine d'ailleurs. Mais c'est étonnant, Steven, parce qu'on se parlait, nous, puis la Chine était un État voyou, avait s'alimentait au charbon, les lacs étaient pollués, l'eau était polluée. Et là, tout à coup, la Chine a compris ce que le Canada ne comprend pas. Ils ont pris un virage vraiment. Puis moi, je suis allé 2 fois. Je suis allé en 2023 puis en 2025 en Chine, à Beijing notamment. Là, puis je veux dire, les gens se souviennent peut-être des images de Beijing là, où tu voyais pas 10 pieds en face de toi tellement il y avait de la pollution. Les gens se promenaient avec des masques. Écoute, là, tu te promènes en vélo, le ciel bleu. Comme je disais, 1 voiture sur 2 est une voiture électrique. Alors, ils ont pris un virage important. Ils sont en train de dépasser tout le monde. Tu sais, mettons que tu n'es pas d'accord avec la lutte au changement climatique, puis tu n'es pas d'accord avec l'environnement, juste d'un point de vue business, d'un point de vue création d'emplois, d'un point de vue investissement, il y a 2 fois plus d'investissement aujourd'hui dans les technologies propres que dans les combustibles fossiles. Il y a 10 ans, c'était $1 pour $1. Aujourd'hui, c'est $2 pour $1. $2 dans les technologies propres, $1 dans le pétrole. L'avenir, c'est pas. Il y a encore de l'argent qui s'investit dans le pétrole, mais c'est pas là où le plus gros de l'argent s'en va. OK. Alors, c'est quoi notre stratégie économique dans ce contexte-là, tu sais? En même temps, Steven Guilbeault, tu restes avec le Parti libéral et autour de toi, il y avait Mélanie Joly, qui est la ministre de l'Industrie, qui disait l'objectif du Canada, c'est d'augmenter la production de pétrole, de diminuer l'empreinte climatique. Explique-moi ça. Développer l'énergie nucléaire. Le pétrole et le nucléaire. Et
Et elle dit, Mélanie Joly, je la cite, « J'ai toujours été une des environnementalistes dans l'équipe et dans le cabinet. Mais en même temps, je sais à quel point la géopolitique est en train de changer et je suis consciente qu'on ne peut pas être dépendant des Américains pour notre énergie fossile. » Est-ce que tu reconnais le Parti libéral dans les propos de Mélanie Joly? J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Mélanie. Je suis d'accord avec elle. Tu sais, le contexte géopolitique a changé. Mais tu sais, de construire un pipeline parce que le pipeline dont on parle, là, c'est pas vers l'est, mais c'est vers la côte ouest. Ça va pas augmenter notre sécurité énergétique au Canada. Là, c'est un pipeline d'exportation. Alors, on se dit, on va exporter, on va être moins dépendant de nos exportations de pétrole vers les États-Unis. La dernière chose que Donald Trump va vouloir arrêter de recevoir du Canada, la dernière, là, quand il y aura tout arrêté de recevoir du Canada, la dernière chose qu'il va vouloir arrêter de recevoir, c'est le pétrole. Parce qu'ils en ont besoin. C'est un grand producteur, les États-Unis, mais on est, dépendamment des jours, le deuxième plus grand exportateur de pétrole vers les États-Unis, entre l'Arabie Saoudite et nous, là, ça dépend des jours. Alors, Steven, moi, je n'ai pas de crainte à avoir de ce côté-là. Mais t'as quand même dit que, puis corrige-moi, je me trompe, là, Mark Carney est pire que Stephen Harper en termes d'environnement. Ce que j'ai dit, c'est que parce que vendredi dernier, le gouvernement a présenté un document de discussion sur l'évaluation environnementale. Ouais. Et ce que j'ai dit, c'est que, donc, c'est des propositions. Alors, c'est pas encore adopté, mais que si on met ces propositions-là de l'avant, en termes de recul environnemental, ça va plus loin que ce que Stephen Harper avait proposé en 2012 quand il était premier ministre. Donc, c'est vrai, factuellement, quand tu regardes ça, tu compares les deux, le recul est plus important avec ce qui a été proposé vendredi dernier que ce que Stephen Harper avait fait. Est-ce qu'on t'a tapé sur les doigts? Écoute, surprenamment, pas encore. Ça sent bien. Qui m'a texté, qui m'a dit, là, on est un peu tanné, là, tu peux-tu te la fermer? C'est pas arrivé encore. Peut-être que ça arrivera pas non plus, je sais pas. Ouais. Mais pas encore. Non. OK, faut qu'on se quitte, Steven Guilbeault, là, mais en même temps, je rappelle les promesses de Justin Trudeau, en qui tu as eu confiance. Puis deux exemples là, où moi j'ai perdu confiance. J'ai jamais eu mais encore pire. La promesse de 2 milliards d'arbres en 2019 parce que Greta Thunberg était à Montréal lors d'une manifestation. Ça s'est pas réalisé. Le gouvernement Trudeau, en 2015, a signé l'accord de Paris, puis en 2018, se retourne de bord puis achète le léoduc Trans Mountain à 4,5 milliards. Es-tu déçu de la politique quand on dit une chose puis on en fait une autre? C'est compliqué, la politique, mais c'est aussi fascinant. Tu peux faire des grandes choses. Tu sais, si j'avais pas été en politique, j'aurais probablement pas pu accueillir 196 pays à Montréal en 2022 dans le cadre de la COP 15, puis aider à convaincre tous ces pays-là, donc presque 200 pays, à protéger 30% de la planète au cours des prochaines années. Tu peux parfois faire des grandes choses en politique, mais des fois, tu avances de 2 pas, tu recules de 1, tu recules de 2. C'est compliqué, puis je connais pas de gouvernement sur la planète qui est cohérent avec lui-même 100% du temps. Je pense qu'on a fait des progrès sous Justin Trudeau, indéniablement en matière de protection de l'environnement, de lutte au changement climatique, malgré certaines incohérences que j'ai moi-même dénoncées comme le pipeline. Mais là, en tout cas, sur la question du climat, moi, quand j'ai quitté comme ministre de l'Environnement, des experts indépendants disaient que, alors que notre objectif pour 2030, c'est de réduire la pollution de 40%, on s'enlignait pour être à moins 36. Donc, on n'était pas encore arrivé, mais on s'approchait. Là, ces mêmes experts-là, au début de l'année, ont refait une analyse, puis on dit, là, on s'enligne plus pour être à moins 36% en 2030. On s'enligne pour être quelque part autour de moins 20. Donc, on a coupé de moitié nos efforts, puis j'ai bien peur qu'après les annonces de vendredi, ça va être encore moins que ça, on va être à moins 15 ou moins 10. Fait on continue au Canada à lutter contre les changements climatiques. On l'a pas abandonné comme aux États-Unis, mais c'est passé, là, c'est passé d'une des priorités sous le premier ministre Trudeau à une question qui n'est plus prioritaire maintenant. Est-ce que, en conclusion, Steven Guilbeault, est-ce que tout ce qu'on a vu, là, les incendies de forêt dans l'Ouest canadien, au Québec, les inondations, tout ça, là, ce sont des messages là, qu'on capte pas dans la population en termes de changement climatique?
Ben, c'est sûr que quand tu regardes les rapports des experts, il y avait des feux de forêt avant, mais il y en a beaucoup plus maintenant. En 2023, c'est la première fois dans l'histoire du Canada qu'on est obligé de déployer les forces armées canadiennes dans 4 provinces à cause des feux de forêt. On avait jamais vu ça. Puis là, c'est presque comme ça d'année en année. Il y a des sécheresses dans les prairies presque d'année en année. Moi, j'avais rencontré les gens de l'usine de Labatt qui me disaient, j'étais pas en Alberta, mais qui me disaient que leur usine d'Edmonton n'est pas capable de fonctionner 365 jours par année parce qu'il manque d'eau. Puis là, on veut rajouter un pipeline qui va produire 1 million de barils de pétrole par jour. Ben, pour chaque baril de pétrole que tu produis dans les sables bitumineux, ça prend à peu près un peu plus que 2 barils d'eau. Si tu fais 1 million de barils de pétrole par jour, ça prend 2 millions de barils d'eau par jour. Je sais pas où ils vont la prendre, cette eau-là, Benoît, parce qu'il en manque déjà présentement, tu sais. Quand j'étais ministre de l'Environnement, tous les gens pensent que les Albertains me détestaient. Moi, quand je rencontrais des fermiers de l'Alberta, des éleveurs de bœufs de l'Alberta, tu vas dire, hey, ils devaient dire à Guilbeault ce qu'ils pensent de ça carbone. C'est pas de ça qu'ils voulaient me parler, ces gens-là. Ils me disaient, moi, là, j'ai été obligé de couper mon cheptel de moitié parce que je suis plus capable d'avoir assez d'eau pour faire mon élevage de bœuf. Ouais. Et l'eau va être le prochain combat, hein? Trump, c'est ça qu'il veut, notre eau aussi. Je dis pas que ça va être nécessairement le prochain combat, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attraits et de demandes pour l'eau aux États-Unis. Nos alliés là-dedans, c'est les États limitrophes des Grands Lacs parce que eux veulent protéger leur eau aussi. Fait qu'on a des alliés aux États-Unis, mais tu as raison que si c'était juste de Donald Trump, il construirait un grand canal gros robinet pour vider le plus possible cette eau-là, puis une partie de cette eau-là, évidemment, c'est de l'eau qui appartient au Canada. Steven Guilbeault, on a M. Lewis du NPD sur la 2. Il veut te parler, je pense. Il veut te... Non? Je lui ai parlé, je l'ai rencontré il y a 2 semaines. J'ai eu une rencontre très, très agréable avec lui. D'ailleurs, son français s'améliore beaucoup. Hein. J'ai été impressionné parce que je pense que pour ceux et celles qui avaient regardé le débat en français, là, c'était pas fort. Non. Mais vraiment, il suit des cours, puis il s'y met. Son français s'est beaucoup amélioré. Non, mais sérieusement, le Parti vert, le NPD, ça t'intéresse pas? Écoute, je suis encore au Parti libéral. Pour l'instant? Pour l'instant. Parfait. Steven Guilbeault, député toujours libéral de Laurier-Sainte-Marie. Merci, Steven. Merci, bonne chance. Merci, à la prochaine. Bye. Salut.